Voilà, puis on est toujours cas contact. Voilà, il n'y aura pas de cas contact et pas de cluster aujourd'hui. Voilà, c'est l'ARS qui l'a dit. Je m'en fais le relais, tout va bien se passer. Voilà, installez-vous. Ça va démarrer dans quelques instants. En guise d'ouverture, je voulais simplement... donc je ne me suis même pas présenté, quelle honte, pardon. Donc je suis Damien, je serai votre présentateur sur cette plénière. En guise d'introduction, pour ce début, on voulait parler dans tout ce salon d'émotion client et de satisfaction client. Évidemment, la relation client, elle est depuis des années décortiquée, analysée. On a de plus en plus de data, de plus en plus de techniques, de plus en plus d'outils pour aller chercher vraiment le plus finement possible les comportements. Et on voit que les dernières marches de satisfaction sont très difficiles à gravir, puisque quand on arrive à 97, 98, 99% de satisfaction, comment est-ce qu'on atteint ces derniers pourcentages? Peut-être que... Alors l'émotion est peut-être une réponse, mais peut-être que ça n'est pas possible. Peut-être que, par exemple, si moi, je devais vous interroger à la fin de cette plénière, vous dire avez-vous été satisfait de la présentation de l'animateur? Peut-être que sur les, je ne sais pas, 200 personnes que vous êtes, eh bien, il y en aura 3 qui ne seront pas satisfaites. Et tant pis. Tant pis, moi, j'aurais fait le maximum. Excusez-moi, hein, je me permets d'intervenir. Enfin, non, mais c'est pas possible, là. Non, qu'est-ce qui se passe ? Vous introduisez un salon de la relation client par le renoncement de la satisfaction des clients. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que... Non, mais excusez-moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, vous l'avez, on l'a entendu. On l'a entendu. Non, vous êtes complètement désabusé, mon garçon. Déboussolé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si. Non, j'ai dit que si la... Hein. Mais non, j'ai dit... Mais non. C'est pour atteindre la satisfaction maximum. Taratata, vous l'avez dit. On l'a entendu. C'est le socle. Ne jamais renoncer. Never give up. Ça fait 20 ans qu'on est commerçant avec ma femme. Jamais on a renoncé à la satisfaction d'un client. Ça fait 20 ans que vous êtes commerçant ? Tout à fait. Vous ne les faites pas ? Non, c'est vrai. Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites à un salon de la relation client ? Il n'y a que des responsables marketing, chefs de projet, directrices de communication, l'achat. Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait là? Mais enfin, on va vous l'expliquer. C'est très simple. Vous avez bien besoin qu'on vous reprenne en main, mon garçon. Hein? Oui. Je vais même te tutoyer parce que je t'aime bien. D'accord. Mais Aïe. là, on sent qu'en ce moment, tu as besoin de retravailler tes fondamentaux. Tu as de la chance parce qu'on est là. Hein? Oui, d'accord. Non, mais alors, on s'est mal compris parce que vraiment, la satisfaction client, c'est un truc important, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que je croise une personne dans le besoin, On parle de moi, là ? Soyons honnêtes. Entre nous, il est dans le besoin. mon petit cœur chavire et se serre. Si je me plonge dans ses yeux, Qui nous regarde de haut. précisément, oui, précisément, je sais ce qu'il lui faut. Et même si dans ton cas, Même si je vois bien que le dossier sera délicat. Ça va ? crois en moi, je suis décidée à réussir. Laisse-moi te dire, Écoute, mon garçon. Oui. tu seras satisfait. Je te rendrai satisfait. Tu seras épanoui, Un sourire ébahi. Tu seras toi-même surpris. Aïe. Je te comprendrai, je Oui. t'apporterai Oui. tout ce qu'il faut pour que tu sois bientôt Satisfait, tu finiras satisfait. sur tous les formulaires plutôt que peut mieux faire. Cochera le score le plus haut. Commençons, car pour être honnête, il y a du boulot. Ah bon ? Qu'est-ce que j'ai fait ? N'aie pas peur si je sais de toi quasiment tout. Ah bon ? Tu laisses traîner des données personnelles partout. Hein ? Je poserai à ta porte un repas préparé Hein avant que tu aies senti la fin arriver. Pourvu que tu sois satisfait, Ou rembourser satisfait. tu pourras tout me dire, tu pourras me l'écrire. l'écrire. J'écouterai tous tes malheurs. Honneur. Ni ta mère ni ton père, ma foi, n'en sauront plus que moi. Oh, c'est beaucoup quand même. La 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 la.
plus que jamais satisfait. Tant mieux alors. Quand je vois tous ces conseillers Pour Orange, une banque, un plombier. dérouler leur script en apnée sans Permettez que cet enregistrement... sourciller. Les colères, les peurs, les chagrins qui bouillonnent au fond de chacun. Faut-il les mettre sous le tapis? Non mais... Laisse-moi rire. Enfin... Satisfait. Si tu veux qu'ils soient satisfaits, tu dois les comprendre. Tu dois les entendre Souffler souffler sur leur joie les plus tendres. Ça va. Ils seront satisfaits, crois-nous. Merci. Non, bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Non mais je suis déjà très très satisfait, hein. Rassurez-vous, ça va aller. Nous, on serait presque satisfait si la musique s'était pas interrompue, mais elle s'est interrompue, on va quand même continuer. Mais D'accord, parce que... Non mais vraiment, Tu as beau protester. Tout va bien, hein, vraiment, moi je vais bien. on le voit. Tu mens. Il y a quelque chose au fond de toi qui n'est pas complètement satisfait, qui est tout bloqué. C'est dans ton petit cœur comme si ça manquait d'émotions ou que les émotions n'osaient pas sortir comme ça. Hein, comme si elles avaient pris l'habitude de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées, de ne pas être prises en compte. Tu as beau protester. Ne rien espérer. Je sais avec. Précision. Tu seras très satisfait de ta satisfaction. Toc. Ah. La 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 la. Tu seras satisfait, presque aussi satisfait que nous. Merci. Hein? Merci, je me sens beaucoup mieux. Ah bah, tout de suite. Oui, merci beaucoup. Voilà, nous sommes la belle boîte, on voulait faire cette entrée en matière avec un petit peu d'émotion. Nous aussi, on en a eu, parce que normalement, la chanson dure jusqu'à la fin. Voilà, sans doute un problème de fichier MP3, mais en dehors d'écrire des chansons et de créer des happenings, nous sommes également improvisateurs et improvisatrices, donc évidemment, l'agilité, hop là, ça nous connaît. Vous pourrez nous retrouver à la fin pour une petite relecture de cette journée, et puis également dans divers ateliers. Voilà. Très bonne journée. Je laisse la parole désormais à des gens intelligents qui vont vous parler d'émotion, de satisfaction, sans musique, mais avec des mots, et ils seront bien choisis. Voilà, on les accueille sur scène dès maintenant, et puis nous, on file. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonjour à tous et merci pour les gens intelligents. J'aime beaucoup commencer la journée comme ça fait plaisir. Voilà, ça fait partie des émotions aussi. Alors, nous sommes ensemble pour une plénière, donc une sorte de table ronde. On va essayer de vous parler avec émotion pour justement garder un petit peu la vivacité et la joie qui nous ont transmis, là, la belle boîte. Je vais utiliser ma petite télécommande en même temps, si j'y arrive. Donc je me présente, je m'appelle Alam Nousser et moi je suis journaliste. Je travaille notamment à France Télévisions et j'anime une émission tous les matins qui s'appelle Ensemble c'est mieux. Donc comme le dit le titre, on essaie de parler aussi de ce qui va bien dans ce monde même actuel, et il y en a des choses. On essaie de mettre en valeur les initiatives positives et de montrer que même dans la difficulté et dans la contrainte, on peut être créatif et faire de belles choses. Et je pense que c'est aussi le message qui va être donné aujourd'hui si on considère les émotions. On peut faire beaucoup, même quand elles sont parfois négatives, on peut les transformer à partir de la colère, de la peur. Et ben, la satisfaction client peut être au rendez-vous également. Donc avec moi, aujourd'hui, nous avons, je vais vous montrer. Voilà. Audrey Prémel-Cabic, bonjour. Vous pouvez prendre vos micros tous les trois, ça ira un petit peu plus vite. Elle est fondatrice de l'Académie des patronnes commerçantes. Benoît Rezeau est directeur consommateur client de Veolia et David Le Glener est cofondateur du groupe CID. Juste là, vous voyez, nous allons parler ici sur scène. Vous n'avez pas de micro qui circule dans la salle. Vous le savez bien, on n'a pas le droit de s'échanger les micros, donc on a une solution digitale et c'est evals.fr, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de télécharger une application, vous allez juste sur le site evals.fr et là vous pouvez poser vos questions, vous faites connexion et le code c'est
SRCO, que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça fonctionne. Vous écrivez votre question, c'est anonyme. Et nous, on la voit ici sur notre écran et on posera toutes ces questions en fin de conférence ou pourquoi pas tout au long de la conférence. On va voir si on y arrive. Et n'hésitez pas, en tout cas, toutes vos questions seront données à nos intervenants. On en choisira quelques-unes pour aujourd'hui. Donc, j'attends avec impatience vos réactions aussi et sachez que c'est de manière anonyme. Alors, Audrey Prémel-Cabic, donc je disais l'Académie des commerçantes, des patronnes commerçantes. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi il s'agit? Alors, en quoi ça consiste? Je vais y arriver. En quoi ça consiste? Eh bien, j'ai fondé l'Académie des patronnes commerçantes il y a de ça en début d'année, mais ça fait 3 ans que je les accompagne. J'ai juste là créé la structure. J'ai constaté que les patronnes commerçantes avaient appris un métier pour la plupart et n'avaient jamais appris à manager, piloter une activité, travailler forcément sur elles-mêmes non plus. Donc j'ai créé une structure qui permet de les former au management, au pilotage d'activité, leur donner toutes les clés pour travailler la stratégie d'entreprise, puisque j'ai un parcours de 15 années dans la distribution spécialisée, chez Marino, Sephora, Général Optique, enfin voilà, c'est grandes enseignes. Et j'ai découvert aussi par mon propre parcours que c'était nécessaire pour être un bon manager de travailler sur soi. Donc je me suis formée aux neurosciences, à l'hypnose humaniste, qui est l'hypnose en pleine conscience, et j'apporte cette clé-là aussi pour leur permettre de se révéler, de devenir vraiment elles-mêmes et d'être des bonnes chefs d'entreprise, d'assurer leur positionnement de chef d'entreprise aussi, parce qu'elles disent souvent qu'elles sont indépendantes à leur compte, mais jamais des chefs d'entreprise. Donc je les aide à travailler sur cette posture-là aussi. Et dans cette période de crise, vous travaillez beaucoup, justement, parce que voilà, c'est une remise en question pour beaucoup. Dans cette difficulté-là, on prend le temps et on se dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux changer. Et donc, du coup, en ce moment, ça fonctionne plutôt bien pour vous. Et on vous souhaite que ça continue. Merci. Benoît Roseau, vous êtes directeur consommateur région Centre-Ouest chez Veolia. Vous travaillez sur l'activité de l'eau. Vous n'avez pas du tout arrêté de travailler pendant cette période de confinement, post-déconfinement. Vous êtes à fond. Et l'émotion, pour vous, c'est assez nouveau, en tout cas, chez Veolia. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, très heureux d'être présent. J'en profite pour saluer mes collègues qui viennent de toute la région Centre-Ouest, puisque j'ai effectivement l'animation de la direction consommateur pour la région Centre-Ouest qui est présente à Bretagne, Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Et on les a invités à venir ce matin. Ils sont tous présents. C'est sympa. Effectivement, alors, c'est probablement que vous partagez aujourd'hui l'expérience de la relation client, ou en tout cas de sa vision pour Veolia, est assez nouvelle, effectivement. Et je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas été présent sur un salon de la relation client en tant que tel, en tout cas, pour parler d'émotion et parler effectivement de la vision, ou en tout cas la nouvelle vision que l'on apporte, que l'on souhaite apporter aussi bien vis-à-vis de nos collaborateurs, mais également vis-à-vis de nos consommateurs sur cette dimension et notamment l'appréhension des émotions. Donc je vous expliquerai assez rapidement la démarche que l'on a entraînée depuis 2018-2019 maintenant sur l'ensemble de l'activité de Veolia ou France, et principalement, en tout cas pour ce qui me concerne, effectivement sur la région Centre-Ouest. Voilà. Merci. David Le Glaner, bonjour. Alors vous êtes cofondateur du groupe CID et vous travaillez sur la transformation digitale de vos clients, de vos entreprises clientes. Oui, enfin c'est une façon de le dire. On fait essentiellement de la relation client en fait. C'est-à-dire qu'on est intégrateur de solutions de CRM, on a un stand qui fait ça. Et parce qu'en fait, pour bien gérer les émotions, il faut avoir le passé de la relation avec les clients. Ça permet d'être un peu plus neutre d'un point de vue émotionnel ou de comprendre pourquoi il n'est pas content, simplement. Et puis, pour générer de l'émotion, il faut aussi dépasser le PowerPoint et la communication écrite. C'est pour ça qu'on fait du motion design avec Black Mill. Voilà, on a un stand là-dessus aussi. Et puis pour remettre les émotions au cœur de la relation client, on s'est dit que c'était bien de voir les humains. Et donc, il y a notre solution Speaky Link qui est là aussi, de façon à pouvoir faire en sorte que les gens se parlent, se voient et qu'on recrée du lien émotionnel, en particulier quand on est en demande d'assistance. Donc bêtement, quand moi j'entends transformation digitale, je pense à intelligence artificielle, je pense à les robots vont peut-être nous remplacer, mais pas du tout alors.
Oh ben si, mais pour tout ce qui est pénible. Voilà. Alors moi, juste en quelques mots, je suis cofondateur du groupe CID et puis j'ai des activités périscolaires qui font que je suis aussi prospectiviste. Et donc on me demande souvent d'intervenir sur le domaine de l'intelligence artificielle, de l'expérience client. En fait, l'intelligence artificielle rentre de plus en plus en fait, dans nos entreprises, dans nos process, etc. Et avec de différentes formes, avec de l'intelligence artificielle dans les logiciels que vous installez, de l'intelligence artificielle dans des nouvelles choses qui s'appellent le RPA, Robotic Process Automation. Et en fait, ça veut dire qu'on est en train de débarrasser l'humain au travail de tout ce qui n'est pas émotionnel en fait. Et donc de garder l'humain au travail. C'est-à-dire toutes les tâches répétitives? Oui, tout ce qui est administratif. À chaque fois qu'on vous demande de recopier quelque chose, ben, je vous informe, je ne vous connais pas, mais je pense que vous valez mieux que ça. Et donc on a maintenant des logiciels qui font ça très bien à votre place. Mais du coup, ça repose la question de qu'est-ce que c'est un humain au travail. Et un humain au travail, on peut répondre assez facilement. Hein. C'est quelqu'un qui est capable d'inventer, ce que les machines ne savent pas faire. C'est quelqu'un qui est capable de relationner, c'est-à-dire d'entrer en relation, d'être empathique avec les émotions des autres, et puis d'être quelqu'un de vivant et avoir ses propres émotions. Et puis c'est quelqu'un qui est capable d'inventer des nouvelles solutions en groupe et en intelligence collective, domaine dans lequel les émotions sont au cœur, quoi. Voilà, donc là on a un petit peu introduit cette plénière. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, c'est très important pour nous que vous réagissiez aussi, et comme ça c'est vous qui faites aussi le déroulé de cette plénière. Audrey, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ou nous définir ce qu'est une émotion? D'abord pour qu'on parte bien sur le même terrain et qu'on ait bien les mêmes mots aussi derrière ce terme très vague qui est l'émotion. Alors, je ne vais pas rentrer sur tout ce qui est biochimie et tout ça, mais non. Une émotion, l'émotion, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. C'est une information, c'est un message. Donc, quand vous entendez la gestion des émotions, c'est plutôt la gestion de nos réactions aux émotions. L'émotion, c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est normal, qui est humain. Donc c'est un message, c'est une information qui se véhicule par les hormones. Ça, c'est le côté biochimie. Mais c'est vraiment quelque chose qui enclenche le mouvement. Dans émotion, il y a le mot mouvement. Donc c'est ce qui permet de se sentir vivant. Tout à l'heure, vous le disiez, David, voilà, c'est le côté vivant. C'est l'émotion. Et c'est ce qui permet de connecter entre nous aussi. Mais c'est un peu on va dire la part aléatoire quand même, parce que quand on est dans une entreprise, dans un commerce, on va mettre des choses en place et finalement nos clients à la même situation vont réagir différemment. Donc comment est-ce qu'on gère cette émotion? Pourquoi est-ce que c'est si différent? Parce que les émotions sont déclenchées par l'inconscient, qui gère 99,9999% de notre vie. Et cet inconscient, il se structure dès le 6e mois dans le ventre. Et donc on structure nos perceptions par rapport à notre histoire personnelle et par rapport à notre inconscient collectif, notre éducation aussi. Mais c'est quelque chose qui est très structuré, qui vient de la petite enfance. Et de quel type d'émotions on parle? Il y en a combien? Quelles sont ces émotions-là? Alors il y a 4 émotions motrices, celles qui enclenchent le mouvement, qui dépendent de notre manière de percevoir l'environnement et comment on se sent dans cet environnement. C'est-à-dire comment je perçois mon environnement, s'il est hostile ou s'il est favorable, et comment je me sens dans cet environnement, est-ce que je me sens inférieur ou est-ce que je me sens supérieur? Et dans ces cas de figure, je vous donne un exemple, par exemple, l'environnement est hostile, donc là, tous des méchants à l'extérieur, je me sens supérieur à cet environnement, là l'émotion qui est déclenchée, c'est la colère. La colère, c'est un sentiment juste qui permet de passer à l'action. L'environnement est hostile, je me sens supérieur. La colère se génère pour passer à l'attaque, pour fuir. Voilà, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose d'animal, presque. Bah, là, on est dans le reptilien. On est dans d'animal. C'est quelque chose de très primaire. Donc, il y a la colère. D'après vous, je vous laisse quelques minutes. Quelles seraient les 3 autres émotions, si on devait résumer tout notre état à 4 émotions? C'est difficile. Donc la colère, la peur. La peur. Donc là, je sens l'environnement hostile et je me sens inférieur à cet environnement hostile. Donc ça, c'est la peur, en effet. Oui.
La joie. Donc là, c'est je Il y en a qui perçois, ont bossé, hein, j'ai l'impression. La joie. je Il y a des gens perçois qui savaient qu'il y avait l'environnement. un terreau. En fait. Ouais, ouais. Donc là, je perçois non. l'environnement comme favorable et je me sens supérieur à cet environnement favorable. Donc colère, peur, joie. Que reste-t-il? Voilà, tristesse. Et là, c'est plutôt même tristesse des autres. Je me sens inférieur à un environnement favorable. Et alors, qu'est-ce qu'elles disent de nous finalement ces 4 émotions, David? Alors moi j'ai une représentation beaucoup plus simple, beaucoup moins intelligente Moins chimique? et beaucoup plus masculine. En fait, si les gens qui aiment la voiture, en fait, pour de la manière dont on voit les choses en hyper portatif et beaucoup moins fouillé que ça évidemment, hein, c'est de se dire que en fait la colère, c'est une demande d'accélération. C'est-à-dire que quand je suis en colère, c'est que ça va pas si vite, donc je veux accélérer. Quand j'ai peur, c'est que je freine. Oui, j'y vais pas, je freine, etc. Et puis quand je suis triste, que je suis en train de changer de rapport, en fait. Je suis en train de débrayer. Oui. Et en fait, le fait d'avoir été triste, à un moment donné, va me faire attaquer les choses avec un autre braquet, avec un autre... puis voilà, puis quand tout va bien, je suis joyeux, en fait. Hein. Et alors comment, en tant que professionnel, du coup, on réagit à ces émotions-là? Comment est-ce qu'on les accueille? J'ai la colère en face de moi. Premier réflexe, c'est quoi? Audrey, peut-être? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos patronnes commerçantes qui sont voilà, en face de leur clientèle? Ça, la colère, en fait, il faut vraiment comprendre que la personne, si vous avez quelqu'un en colère en face de vous, ça lui appartient, ça ne lui parle jamais de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui est en colère n'est pas en colère contre vous. La colère, c'est une émotion de souffrance. Quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui... Je parle d'état colérique, hein, mais aussi parfois d'état figé ou de mutisme. Mais cette colère, c'est une souffrance. Un client qui est en colère, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et souvent, le besoin numéro 1 de l'être humain, c'est de se sentir important. Souvent, une personne en colère, elle ne s'est pas sentie considérée, importante. Et donc là, ça déclenche une vraie souffrance à l'intérieur. Et son moyen à elle de réagir à cette souffrance, c'est de déclencher la colère. Donc quand on a affaire à quand on reçoit cette émotion de l'autre, ça peut même être en couple avec les enfants, pas que les clients, c'est de comprendre que cette personne en face de nous, elle est en souffrance. Donc là, c'est d'accueillir, de poser. Il y a aussi cette personne en colère, elle change d'état de conscience. Donc elle n'est pas dans un état normal et ça n'a rien à voir avec vous. Donc c'est pas le moment d'essayer de la convaincre. Non, c'est juste de poser, d'écouter, de considérer, parce que tout à l'heure vous parliez de la considération aussi, de considérer, d'entendre, d'écouter sans le prendre pour soi en mode mais comment il me parle celui-là? Non. Donc on laisse vider, on laisse décharger. Exactement. On laisse et surtout, alors il y a une phrase qui permet bien de dégoupiller, c'est de calmer direct la personne qui est en colère, c'est de lui dire « je suis désolée de vous avoir blessé, de t'avoir blessé ». En général, c'est ça qui permet de dégoupiller, un minimum, parce que parfois ça peut monter très haut. Mais en tout cas, c'est surtout de ne pas le prendre pour vous, voilà, de ne pas le prendre pour soi. La personne qui est en colère parle d'elle-même, quoi. Donc là, c'est juste de la considérer, de l'entendre, l'écouter, quitte à revenir plus tard, à lui parler plus tard. Mais c'est déjà de l'entendre et pas de le prendre pour soi. Et même la personne qui est agressée, entre guillemets, par la colère, ça fait du bien de savoir que ça n'a rien à voir avec soi. Alors, vous ne saviez pas que vous étiez invité à un salon de psychologie aujourd'hui, mais non, la relation client, c'est aussi ça. Benoît Roseau, vous êtes de Veolia. C'est plutôt un repère d'ingénieur à la base. Donc, parler d'émotion, de psychologie, d'accueil de la colère, tout ça, il a fallu le faire aussi et le concevoir, le proposer des choses. Effectivement, alors je ne pensais pas avoir à parler de biochimie, de chimie ce matin, mais je viens d'entendre biochimie et chimie. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire un cours de 10 minutes sur la chimie de l'eau, mais je ne suis pas sûr que ça Est-ce sera que vous êtes d'accord? très intéressant. Vous votez? Je ne sais pas si vous avez des questions sur la chimie de l'eau, je peux y répondre parce que je suis chimiste à la base. Voilà. Et donc, oui, effectivement, Veolia, qui est une entreprise qui a maintenant près de 170 ans, en tout cas sur son activité eau, en France, s'est construit effectivement autour d'un socle technique, une vraie culture d'entreprise et une culture, ce qu'on appelle communément une culture d'ingénieur.
Sur effectivement, je cite quelques exemples, de la gestion de ressources naturelles, l'excellence opérationnelle, sur la qualité de l'eau, évidemment, et tout ce qui est effectivement autour du sens du service public. Et vraiment, chez Veolia, nos collaborateurs ont un vrai sens du service public, c'est ancré dans nos gènes historiquement, et plus globalement, effectivement, un vrai sens de la gestion de la sphère publique. On a effectivement cette culture de lien avec nos clients, qui sont les collectivités territoriales, les agglomérations, les industriels, pour lesquels effectivement on assure un certain nombre de délégations. Et comme depuis 170 ans, le groupe a été amené effectivement à se transformer, et cette transformation, qui est assez récente, nous a amené effectivement depuis, et c'est pour ça que je suis là, depuis 2018 et très clairement de façon opérationnelle depuis 2019, à envisager une vraie transformation culturelle dans le groupe globalement à l'échelle mondiale, mais très ancrée en France, sur cette notion effectivement de rendre la culture client au même niveau, l'amener au même niveau que cette culture technique. Alors ce qui était un vrai défi quand même sur ce changement de transformation, voilà, et qui nous a amené effectivement à faire un certain nombre d'actions. Et vous parlez de clients, vous ne parlez pas d'abonnés finalement, parce que la différence avec peut-être vous, c'est que nous, on n'a pas le choix. Veolia, c'est Veolia, point. Ça, c'est aussi un point essentiel dans notre relation avec... Et d'ailleurs, jusqu'en 2019, on parlait de services clients, de services abonnés, d'usagers, effectivement, dans nos métiers. Et depuis 2018, on parle, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de consommateurs en tant que tel. On a d'autant plus, effectivement, de devoirs vis-à-vis de ce consommateur, c'est que le client ne nous choisit pas. Quand vous vous abonnez, vous arrivez dans une ville où le gestionnaire de l'eau est Veolia, vous demandez effectivement à votre fournisseur, ou en tout cas à la collectivité, il vous amène effectivement vers votre fournisseur d'eau, que ce soit Veolia ou un autre. Et en tout cas, effectivement, on a une notion de client captif aujourd'hui. Ce qui nous amène effectivement des devoirs, à mon sens, beaucoup plus importants que si effectivement il nous avait choisi en tant que fournisseur pour telle ou telle raison. C'est-à-dire, déjà, il n'a pas le choix effectivement que de s'abonner, effectivement, à être client ou consommateur de l'eau qui est distribuée par un distributeur sur lequel il n'a pas eu le choix. Voilà. Donc ça, quand c'est vous dites on est passé essentiel. d'abonné, usager, consommateur, c'est juste du vocabulaire qui change, ou est-ce que ça traduit vraiment des choses importantes en interne et une vision différente? Alors effectivement, ça s'est traduit sur un plan de transformation culturelle beaucoup plus large que la culture client, qu'on a appelé Ozon 2020, qui a démarré en 2018 et qui se termine fin 2020 et qui se prolonge sur un nouveau plan stratégique qu'on appelle Impact 2023, qui a passé par un certain nombre de thématiques. Une première chose, effectivement, c'est déjà de ne pas le déconnecter de toute cette notion d'évolution, de transformation de notre posture interne. Et j'ai une phrase qu'on répète assez souvent: ce qui se vit bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et ça, c'était clairement notre premier axe de travail, c'est de travailler effectivement sur une transformation culturelle en intérieur de l'entreprise. Donc avec une première démarche qui a été une démarche de pyramide inversée. Le chef, ou en tout cas le responsable ou le manager est au service de son N-1 et pas l'inverse. Ça, c'est un point important. La notion de leader authentique, c'est un point essentiel chez nous aujourd'hui, très, très ancré aujourd'hui dans la démarche managériale. Et puis toute une démarche effectivement d'accompagnement au travers d'une thématique qui est vraiment ancrée maintenant, qui est l'humain au cœur de l'entreprise et non l'inverse, et l'humain au cœur de notre activité. Tout ça effectivement... Sur le management interne, je pense qu'il y aura des questions et on en reparlera. Mais par rapport à vos consommateurs, est-ce que vous avez changé aussi de posture en intégrant ce côté satisfaction et émotion sur toute la ligne finalement de services que vous proposez? Donc on a entraîné effectivement tout un plan qui a démarré début 2019 avec l'ensemble de nos collaborateurs, qui soient effectivement en lien avec le client, mais aussi dans nos exploitations, puisqu'on considérait qu'effectivement la culture client devait être propagée à l'ensemble de l'entreprise, au travers d'un certain nombre d'actions. Alors vous parliez de baromètre, on faisait assez peu jusqu'à présent en tout cas, assez peu d'enquêtes de satisfaction, ou alors c'est des très grosses enquêtes de satisfaction et Ipsos à l'échelle nationale, très très peu effectivement à l'échelle locale. On a entraîné ça, elles sont partagées avec nos collaborateurs. On travaille effectivement sur la verbatim, c'est très nouveau aussi chez Veolia, les tops, les flops. Il y a des ateliers spécifiques qui ont été mis en place qui permettent de façon hebdomadaire, à rythme régulier avec nos collaborateurs de les partager. Et puis il y a eu
vrai axe de travail sur la partie réclamation. On n'était pas très bon sur cette partie-là. Comment réenchanter, effectivement, tenter de réenchanter quelqu'un qui nous a écrit, qui à la base était insatisfait, et comment le réenchanter dans sa dimension, effectivement, de relation consommateur. Et puis un dernier atelier que je voudrais citer, qui est un atelier assez symptomatique, qui va rejoindre un petit peu la thématique de ce matin, ce qu'on appelle le poster, en fait, qui était comment faire rentrer nos collaborateurs dans la peau d'un consommateur, pas d'un consommateur d'eau, mais d'un consommateur en général, et lui faire sentir que ce consommateur-là avait, ce que vous disiez tout à l'heure, des émotions en fonction de la relation qu'il a avec nous, en fonction de la sensation, effectivement, de cette relation-là. Et ça a été effectivement le point d'entrée, en fait, de cette démarche qu'on a appelée en interne une démarche relation intentionnée, qui aujourd'hui est... Ça veut dire que vous mettez voilà. des collaborateurs dans la peau d'un client, c'est ça? Exactement. Pour qu'il Ouais, visualise tout le chemin. Parce que voilà. moi, Veolia, je suis désolée, mais je ne vais pas vous contacter en tant que consommatrice, sauf si j'ai un problème. Mon compteur d'eau, la couleur de l'eau qui n'est pas bonne parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Donc je pense que vous recevez surtout des insatisfactions. Et justement, ça nous amène effectivement à travailler d'autant plus sur cette dimension de relation client, et justement d'essayer d'appréhender avec l'ensemble de nos collaborateurs cette dimension d'émotion qui effectivement va traduire ce que vous disiez tout à l'heure, entre quelqu'un qui est en colère parce qu'il vient nous voir puisque l'eau est de couleur marron, par exemple, ou effectivement un problème sur la facture ou autre. Effectivement, on a cette dimension et ce devoir effectivement d'accompagnement, et d'où cette notion d'attention en fait. Ça a été ça en fait le maître mot. Comment je porte attention effectivement à l'émotion du consommateur pour pouvoir en faire quelque part une force et d'améliorer globalement notre relation avec le consommateur, même quand il vient et qu'il est effectivement en colère. Voilà. David, je vous vois acquiescer, c'est important ça justement? Ah ouais, moi j'aime bien ce qu'on est en train de dire là, parce que en fait nos économies sont en train de pivoter. Je reprends la question de tout à l'heure. On est en train d'automatiser. La technologie est beaucoup plus abordable en fait qu'avant, quelle que soit la technologie. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une entreprise et qu'est-ce qui fait la spécificité de la plus-value que vous allez pouvoir apporter à vos clients? À part l'émotion, je vois pas quoi. C'est-à-dire que nous, depuis longtemps, notre baseline, c'est digital care, parce qu'on est des gens, j'aime bien le mot care, parce que c'est les deux termes de l'attention, c'est-à-dire que je fais attention à vous, et puis en même temps, je peux avoir des attentions pour vous. Le soin, c'est ça? Et le soin, ouais. Et donc, j'en ai parlé avec un nouveau collaborateur qu'on vient d'embaucher, là, qui est un profil très senior pour Toulouse, qui est très tech, il fait de l'oracle, il est très tech. Et je dis, nous, on n'est pas très tech, en fait. Quoi, vous n'êtes pas très tech, vous êtes certifié Microsoft, tout ça. Je dis ouais, mais en fait, c'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est notre posture d'arriver chez les clients avec une posture d'humilité et de dire où est-ce que ça fait mal, et on va réparer ça. C'est-à-dire que je pense que j'aime bien ce que vous faites, parce que je pense qu'on a besoin de se former énormément aux émotions, à la CNV, à la communication non violente, et puis à ces disciplines-là, parce que quand il y a quelqu'un qui est en émotion face à nous, surtout si c'est un client, qu'est-ce qu'on fait? On va pas le voir, parce que c'est pénible. Soit il est en colère, on va se faire gronder, soit il est triste et ça va nous bouffer notre énergie, soit il a peur et donc on ne pourra pas discuter. En fait, on a besoin d'être rassuré par rapport à aller à la rencontre des émotions de l'autre. Si vous avez un client qui est en colère, moi j'ai bien aimé ce que vous disiez, ça veut dire qu'il y a une frustration, qu'il n'a pas été considéré comme ça, et ça n'a absolument rien à faire avec vous, quoi. Et donc, aller le voir, faire baisser sa colère, indépendamment de la plus-value que vous donnez tous les jours dans votre métier, ça fait de vous un contributeur net à un nouvel indicateur qu'il faudrait inventer, qui est le bien-être collectif. Alors que poser une question sur un chatbot et avoir la réponse directe, il n'y a pas d'émotion, c'est ça? Vous allez apporter quelque chose de plus. Les gens, ils ne veulent pas de réponse. Les gens, ils veulent être considérés. Ils veulent être considérés. C'est-à-dire que je n'existe que parce que vous me regardez. Enfin, c'est Avatar, c'est je te vois. Voilà, je te vois. En tant qu'individu singulier. Et il n'y a que ça qui compte. Oui, mais moi je me mets à la place des gens qui sont assis, là ils se disent on a déjà tout notre travail à faire, si en plus on doit devenir psychologue,
Comment, voilà, facile. Audrey. C'est pas être psychologue, c'est avoir une conscience de soi déjà. Connaître, comme vous disiez David, connaître un minimum ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'une réaction. On a un pilote automatique qui prend la main la plupart du temps, et c'est de comprendre soi-même d'abord. Donc il n'y a pas à être psy, et c'est pas un gros mot, la psychologie. Non, c'est pas ça. Je fais exprès de dire ça. Prendre du temps au quotidien, alors qu'on est souvent nous-mêmes dépassés. C'est justement, ça peut permettre de ne pas être dépassé. C'est-à-dire que moi, je vois avec mes clientes, en 15 jours, quand je leur donne quelques notions de carte du monde, de perception des choses, que les émotions, ça n'a rien à voir avec elles-mêmes, que les émotions parlent de chacun, ça les fait lever le nez du guidon, ça les fait apprendre à écouter activement leurs collaborateurs, leurs clients, et ça leur permet d'être plus zen, sereines. Souvent, elles culpabilisent, bon, c'est assez féminin, mais les hommes aussi, mais culpabilisent d'être en colère, culpabilisent d'être agacées. Donc, ça permet de comprendre un minimum tout ça, ça permet de baisser la tension, de lever le nez du guidon. Et c'est comme vous disiez, c'est le bien-être collectif, quoi. C'est essentiel aujourd'hui. On peut... Là, il y a la colère qui monte. Là, vous savez. Ça suffit. Non, revenons à la joie, s'il vous plaît. Mais c'est crucial aujourd'hui pour qu'on bascule, pour qu'on change dans nos sociétés. C'est crucial de connaître, de comprendre, de s'intéresser à ça. C'est obligé. Sinon, on va droit dans le mur. Sinon, voilà. Donc moi, je vibre pour ça, pour véhiculer ce message. On le voit. On voit que vous parlez avec émotion. Pour rejoindre ce point-là, effectivement, quand dans les ateliers qu'on a menés en 2019 et qu'on continue avec nos collaborateurs, il y avait cette notion effectivement de faire sentir que la qualité de la relation était plus importante que la qualité du service. Et je peux vous dire que chez nous, c'était quand même pas ancré, cette affaire-là. On était avant tout effectivement une qualité de service, une qualité d'eau, une continuité dans la distribution de l'eau. Et en fait, cette qualité de la relation, elle était nettement en dessous. Et là, l'idée, c'est de la remettre au moins à un niveau de qualité de service, voire au-dessus. Et c'est typiquement ce que vous dites. C'est pour ça que mettre des gens dans une posture différente, ça permet aussi, parce que là on parle d'un titre individuel, d'une relation à deux, mais peut-être on va dire plus collectif. Le parcours de l'eau, c'est dès que le technicien arrive chez moi, sonne à la porte, j'ouvre, je l'accueille, je lui dis bonjour, et déjà il y a une émotion qui passe. Et donc il faut s'interroger à chaque moment quelles sont les émotions qu'on suggère et sur lesquelles peut-être on peut remédier pour aller justement sur une satisfaction à la fin. Donc comment vous faites pour ça? Alors, c'est vrai que quand on a lancé cette démarche en interne, on s'est dit comment on pouvait aller un peu plus loin. Et on a lancé le concept et comment plus loin avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous dis, effectivement, on est très présent dans la sphère publique avec les collectivités, les élus, les services des collectivités, les associations de consommateurs, les services sociaux, etc. etc. Et on s'est dit comment on pouvait essayer d'entraîner tout le monde autour de cette notion de relation et d'émotion, ce qui n'était pas simple quand même. Donc on s'est dit, on a imaginé, ça vient de l'Ouest, on en est assez content, c'est repris en France, mais on a imaginé le concept des escales consultatives de l'eau, que l'on mène aujourd'hui dans toute la région. On a fait à Rennes, on a fait Orléans, on est en train de le faire sur d'autres collectivités, où on met effectivement dans une salle sur un mode très disruptif, entre guillemets, et très collectif, ce dont nos clients n'ont pas forcément toujours l'habitude. En tant que collectivité, on est plutôt effectivement sur assez classique, diapo, etc. Et on les amène effectivement à se mettre eux-mêmes, en tant que donneurs d'ordre et consommateurs, associations de consommateurs, élus, etc., à se mettre dans la mais pas dans la peau d'un client qui, effectivement, comme vous dites, est au travers de cette expérience client qu'on mène effectivement et construit dans l'atelier, d'identifier à chaque point de contact les émotions. Là, effectivement, probablement, il est mal habillé, les chaussures sont dégueulasses, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, bref, on imagine tout ça, des petits scénarios. Et à chaque fois, effectivement, d'identifier avec nos clients. Ou alors, il n'a pas la tenue adéquate, il n'a pas la tenue, identifié voilà, Veolia, je vais me dire... Donc il y a déjà un mouvement de recul. Donc du coup, ça veut dire se présenter, avoir un... Et on a été très surpris parce que, encore une fois, nous, quand on vient voir nos clients, généralement, on leur parle technique.
On parle de chimie de l'eau, on parle de qualité d'eau, d'infrastructures, de points financiers éventuellement, voilà, mais très très peu sur ces points-là. Et on a été surpris effectivement de l'accueil, en tout cas de la prise en compte de cette dimension émotion dans cette sphère publique qui est effectivement toujours pris en compte. Et donc c'est assez bluffant. C'est quand même assez bluffant. On va vraiment le poursuivre. Alors c'est vrai que le contexte sanitaire n'est pas très simple en 2020, mais également des émotions. Mais voilà, c'est une émotion. Et on veut même peut-être l'amener. On a une vraie ambition chez Veolia, c'est aussi, au travers de notre raison d'être, d'être un vrai d'accompagnement des collectivités sur l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Et on veut essayer de voir comment ces émotions-là, en tout cas dans la notion de consommation de l'eau, on peut arriver effectivement à faire passer certains messages sur la façon dont je consomme et ce qui donne du sens à la consommation de l'eau pour faire des économies d'eau. Et donc indirectement, effectivement, avoir moins de pression sur la ressource initiale. Vrai sujet aujourd'hui, stress hydrique et autres. Donc on est en train de réfléchir. Et je pense qu'effectivement, cet axe émotion peut peut-être nous permettre d'aller attaquer un petit quelque chose sur lequel on a assez du mal aujourd'hui à sensibiliser sur l'économie d'eau. Pourquoi j'économise de l'eau? Pourquoi je fais couler moins le robinet? Pourquoi je... Oui, certes, il y a le volet économique, mais c'est aujourd'hui. Il faut aller plus loin et probablement qu'on est en train d'essayer de voir comment on peut imaginer passer par l'émotion, en fait. Voilà. En tout cas, cette notion-là. En fait, l'émotion est le véhicule pour aller vers des objectifs beaucoup plus importants, là, du coup. C'est ça. D'accord. David, quand vous êtes avec vos clients, parler d'émotion, c'est facile. C'est encore... En fait, nous, on n'est pas positionné comme une école avec une autorisation à faire du développement personnel. Justement. Acheter de la technique, comme chez vous, monsieur, mais on tient compte, en fait, effectivement, de l'émotion dans notre posture. Mais le truc est suffisamment important. Un petit magazine pas très connu qui s'appelle la Harvard Business Review, qui sont quand même des gens qui sont pas marrants. Très régulièrement. Et là, ils ne parlent que d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est l'intelligence émotionnelle pour reconnaître ses émotions et arrêter de prendre des mauvaises décisions à cause de l'émotion. C'est-à-dire devenez autonome en termes d'émotions vous-même. Et puis deux, sachez reconnaître les émotions chez les autres pour construire de la valeur. Je prends juste une... Ce week-end, j'étais chez des amis et il se trouve que Cécile est DRH du Ritz et m'expliquait la différence qu'il y a entre le luxe et le très haut de gamme. Vous voulez que je vous raconte? C'est une formation qu'ils font pour l'ensemble des femmes de chambre, les concierges, etc. Ils font un scénario qui dit vous fêtez le départ à la retraite de quelqu'un et vous avez 350 € de budget et puis vous allez en groupe et vous allez chez Louis Vuitton. Que dehors, et puis vous voyez bien que si vous n'êtes pas russe ou chinois, tout le monde se fiche de vous. Et puis vous arrivez avec vos pauvres 350 €, ce qui pour plein de gens est une somme très rondelette. En fait, là-bas, c'est rien du tout. En fait. Et puis vous regardez comment vous êtes reçu. Après, vous allez place Vendôme, à côté du Ritz, et vous allez chez Fred, le diamantaire. Donc là, vous êtes sûr qu'à 350 €, il n'y a rien. Et en fait, là, vous voyez des vendeurs et des vendeuses qui se cassent la tête pour essayer de vous trouver une solution, boucles d'oreilles, etc. Et elle m'expliquait, moi, j'ai besoin de faire comprendre ça à l'ensemble de mon personnel. Parce qu'un personnel qui comprend ça, c'est la différence qu'il y a entre un établissement de luxe et du très haut de gamme. Louis Vuitton, c'est du très haut de gamme. Quoi qu'ils en disent, tel. C'est-à-dire qu'on vend des sacs à main à la chaîne, et Fred et le Ritz, c'est du luxe. Et la différence... La seule différence, finalement, c'est la manière dont les gens sont reçus. C'est-à-dire qu'elle me disait, si vous voyez quelqu'un avec un t-shirt, de la saleté dans les cheveux, qui arrive à 3 h du matin complètement bourré, en dessous, ça peut être Madonna. Ben oui. Et donc, du coup, quand vous arrivez au Ritz, vous êtes systématiquement bien reçu. Et le pire, c'est la vendeuse qui se... C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous travaillez chez Louis Vuitton que vous êtes des consommateurs de Louis Vuitton, quoi. Donc, j'ai envie de transmettre ça parce que moi, ça m'a bluffé ce week-end qu'ils aillent se former là-dessus pour l'expérience client, pour que les gens sentent, c'est exactement ce que vous dites. C'est pas de la théorie, c'est qu'ils sentent en eux comment ils sont reçus quand ils ont un petit budget dans du luxe ou dans du très haut de gamme, et pour que eux puissent avoir le réflexe de produire du luxe.
Donc, par rapport à la question qui est formée à l'émotion, donc on voit bien, par exemple chez Volia, ce parcours client où on se met à la place pour sentir les émotions qu'on peut ressentir nous quand on est client de cette entreprise. Là, effectivement, il y a cette dualité et cet exemple concret. Audrey, comment est-ce que vous aussi vous aidez à former à l'émotion? Déjà, combien de temps ça prendrait de se former à l'émotion pour les gens qui sont là? Et concrètement, comment ça se passe? Alors, comment former à l'émotion, à la gestion des émotions, à la gestion aux réactions des émotions? Parce que, moi, j'ai un bon outil qui permet de s'initier, qui s'appelle le DISC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. On reste sur le dessus de l'iceberg, donc on n'est pas dans le côté psycho pur de comprendre l'histoire de la personne, mais ça permet au moins de pourquoi je passe à l'action, pourquoi l'autre passe à l'action et comment il passe à l'action. Donc le DISC, vous avez peut-être déjà entendu parler du management par les couleurs. En tout cas, c'est un profil que vous réalisez qui vous permet de savoir quelle couleur vous avez en dominante, rouge, jaune, vert, bleu, qui parle des 4 émotions, rouge, jaune, vert, bleu. Et le mix de ces 4 émotions vous donne votre profil, et le mix de ces 4 émotions aussi vous permet de mieux comprendre par le comportement observable des personnes, rouge si elles sont bleues, si elles sont jaunes, si elles sont vertes, et de vous adapter à son comportement en vous connaissant. On va dire, le rouge, c'est l'émotion motrice, on ne parle pas d'état, enfin c'est la colère, mais ce n'est pas l'état colérique, c'est ce qui me pousse à l'action, le côté j'accélère. Et donc de comprendre que ma force, ma motrice, ma dominante motrice, c'est la colère, ça veut dire que je vais être quelqu'un de fonceur, parfois cash, qui va être direct, donc je vais être tendance rouge. Si l'autre en face est rouge, je vais pouvoir, si je vois quelqu'un de fonceur, de dynamique, tout ça, je vais pouvoir adapter ma communication en fonction et pas y aller en mode automatique, pilote automatique. Donc, il y a cet outil-là qui existe, le DISC, qui permet de mieux se comprendre, mieux comprendre le comportement des autres et d'adapter sa communication. Moi, je l'ai connu il y a 10 ans quand j'étais directrice de chez New Look, et ça a révolutionné mon management, la relation client, toute mon équipe aussi, et derrière, après, on peut aller plus loin. Mais en tout cas, comme initiation, moi, je recommande le DISC. Est-ce qu'on fait à titre individuel ou est-ce qu'on le fait avec toute l'équipe? Comment ça se passe? Eh bien, on peut le faire en individuel, mais moi, je le recommande de le faire avec toute l'équipe, puisque c'est un langage. Quand moi, en tant que manager, je sais ou que mon collaborateur connaît mes couleurs, il ne le prend pas pour lui déjà. Il arrive aussi à dire, regarde, je suis comme ça parce que je suis verte ou j'ai ce bleu. Ça devient un sujet de rigolade. Tu fais ton jaune, tu fais ton vert. Et ça permet de connecter aussi. Et ça permet de limiter la hiérarchie. Ça permet jeu et ça permet aussi de désamorcer pas mal de conflits. En tout cas, moi, c'est un super outil de gestion de prévention de conflits. C'est un super outil de connaissance un premier super outil de connaissance de soi. Mon client, c'est aussi quelque chose de fort. Donc, moi, je recommande et je l'utilise et mes clientes sont très satisfaites et les collaborateurs aussi. Alors, je vois David acquiescer. Benoît, je suis chimiste de formation. Vous êtes formé à l'émotion, justement, ou c'est venu sur le tas? Non, alors pas du tout. Alors, indirectement au travers des ateliers. Mais en tout cas, on n'a pas voulu, et ça rejoint ce que vous dites, on n'a pas voulu en faire en fait, cette notion de relation intentionnée. On n'a pas voulu faire une surcouche par rapport à ce que l'on fait déjà. Et surtout pas de déconnecter, parce que je disais tout à l'heure aussi, c'est de ne pas déconnecter toute la dynamique que l'on a entraînée en la relation entre collègues, managers, entre différentes strates, etc. Et cette notion de pyramide inversée, et cette notion de relation intentionnée. Et ça, c'était vraiment le maître mot, de ne pas déconnecter. Je pense que ça, c'est un élément qui est, à mon avis, essentiel. Au-delà, effectivement, de la formation à l'émotion et autres, je pense que c'est un élément essentiel. Et amener, effectivement, nos collaborateurs à imaginer que s'ils sentent bien dans leur équipe, avec leurs collègues, avec leurs managers, naturellement, ils auront une posture attentionnée vis-à-vis du client. C'est le maître mot pour moi qu'on a lancé. Voilà. Et s'il n'y a pas cette cohérence, ça peut être même négatif
j'imagine, David. Ouais, et puis on est pas tous aussi bien lotis en termes pour faire face aux émotions. Alors, je connaissais un peu le disque. Nous, on va souvent en formation Ennéagramme. Voilà, c'est 9 grands types de personnalités. Et le retour qu'on en a, c'est moins opérant à mon sens que le disque, parce que trop compliqué, 9 par rapport à 4. Mais c'est que les gens ont appris à mieux se connaître. Et du coup, premièrement, parce qu'ils sont plutôt un énéatype, comme on dit, et puis surtout, on peut être de 8 autres façons différentes, quoi. C'est-à-dire que l'autre ne réagit pas bizarrement. L'autre, il réagit naturellement en tant que lui. Et en fait, j'ai fait moi CNV, donc communication non violente. Et donc c'est assez simple, la CNV à dire, mais il faut 3 niveaux pour arriver à le faire un peu. Et surtout quand on est ému, enfin en colère, au tri. Et ce qui m'a frappé dans cette formation, c'est qu'ils nous ont donné des listes de vocabulaire, d'émotions qu'on pouvait ressentir et de besoins qu'on pouvait avoir. Alors moi j'aime bien le français, j'aime bien le texte, et en fait il manquait de mots pour parler de ce que je ressentais. Et la formation CNV, c'était super. Et notamment, le truc parfaitement inattendu, c'est la variété des mots dont je dispose dans ma poche, là, parce que je ne les ai pas tous en tête, au cœur, mais pour essayer de décrire ce que je ressens. Pouvez nous en donner quelques-uns? On va les noter. Comme ça, je vous évite la formation, vous notez tout de suite. Allez. Alors, vous signerez une feuille de présence à la fin. Vous faire rembourser la conférence par l'ARCO, peut-être. En fait, un exemple. Non, mais il y en a. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup plus que vous pensez quand vous dites que comment vous vous sentez. Je me sens triste, par exemple. Comment est-ce que un mot qui pourrait être, c'est je me sens déçu. Mais le problème, c'est de dire que si vous dites déçu à la place de triste, vous embarquez l'autre comme raison de votre déception. Et donc du coup, vous démarrez un cycle de violence comme ça. Vous pouvez être maussade, vous pouvez avoir du vague à l'âme, vous pouvez être plutôt dans vos pensées, s'éloigne un peu de la tristesse pour aller vers d'autres choses, mais il y a des nuances infinies, et on n'a pas les mêmes mots, et surtout, parce que c'était l'avis également de tous les membres du stage, on est très très du champ lexical en fait des émotions. Audrey ? Je vous vois acquiescer. Effectivement, c'est un vocabulaire à acquérir. C'est un vocabulaire et c'est une conscience de soi et de son corps. Pour moi, c'est important. C'est parfois, je reviens sur la colère parce que pour moi, c'est crucial d'en parler. La colère, par exemple, on a tendance à dire que c'est l'état, mais c'est aussi le mutisme. Quelqu'un qui est mutique ou quelqu'un qui fuit les conflits, qui n'aime pas les conflits, c'est quelqu'un qui a de la colère en lui mais qui ne sait pas comment la gérer à l'intérieur, qui en a même peur. Donc il y a à l'intérieur mais c'est pas quoi, donc il a pour moi c'est nécessaire, c'est pas que les mots, bien sûr il y a les mots, mais c'est aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur, se connecter à son corps. Ça passe aussi pour bien comprendre ses réactions aux émotions, pour bien gérer ses émotions, c'est passer par le corps. C'est l'association des deux. Et je compléterais, c'est le seul baromètre dont on dispose, quoi. C'est-à-dire que pour mesurer comment vous vous sentez, il y a pas. Sinon, il y a l'autre, mais l'autre, il est un peu, il voit ça de sa fenêtre, quoi. Et donc, ce qui est à développer, c'est le niveau relationnel, parce que éprouver des émotions, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la plupart du temps des besoins qui ne sont pas satisfaits. Premièrement. Et en fait, quand on se rend compte qu'on a des besoins pas satisfaits et qu'on cherche une stratégie pour les satisfaire sans les nommer, eh ben on commence la manipulation et on commence le triangle dramatique. Vous savez, le bourreau, sauveur, victime, là, il y a un truc infernal là, qui met de la violence partout. Si vous pouvez aider l'autre à nommer ses besoins si jamais il n'y arrive pas, eh ben, en fait, avec un tout petit peu d'effort, vous générez une plus-value chez l'autre de dingue. C'est-à-dire que s'il y a des financiers dans la salle, je vous garantis qu'il y a des leviers en matière émotionnelle qui sont redoutables. J'aimerais juste ajouter, par rapport au fait que de faire dire les mots à l'autre, c'est en tant que manager ou en tant que vendeur, c'est de maîtriser l'art du questionnement aussi.
de poser les bonnes questions au bon moment et de créer l'espace pour que l'autre s'exprime. Enfin, pour moi, c'est aussi maîtriser et le vocabulaire et le positionnement. Alors, je vois bien la réponse que vous allez me donner, mais je vous la pose quand même. Quand, par exemple, le service attendu n'est pas au rendez-vous, on s'en aperçoit. Est-ce qu'il faut aller au devant ou est-ce qu'il faut attendre finalement que la colère ou que ce soit par le client ou le collègue pour désamorcer les choses? J'aurais tendance à dire d'aller au-devant et de tout de suite prendre sa responsabilité en fait. Et d'écouter qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qui vient de se passer, de créer l'espace en fait, de créer l'espace pour que l'autre puisse s'exprimer. Mais ça permet d'éviter que ça monte trop haut, d'anticiper la responsabilité et de s'excuser, de pas être en guerre de qui a raison, qui a tort, ou de être dans l'humilité. Être dans l'humilité, voilà, être dans l'humilité, vraiment. Vous parliez de leader authentique tout à l'heure. Juste un petit. On a lancé ce qu'on appelle un lab réclamation avec un certain nombre de groupes de réflexion chez Veolia. Et maintenant, effectivement, depuis quelques semaines, systématiquement, à partir du moment où on est écrite, donc nécessairement à quelqu'un qui est en position plutôt défavorable en termes de relation, systématiquement, on passe un coup de fil. Nos collaborateurs passent un coup de fil et laissent ces coordonnées pour avoir un contact direct. Et c'est un peu ce que vous disiez, c'est aller au devant, effectivement, et transformer cette insatisfaction en une relation plus apaisée et surtout personnalisée. Globalement, il a plus... on a effectivement, comme tous les grands opérateurs, des plateformes, etc., d'appels, mais en tout cas, là, on personnalise avec une intention de... J'ai plus affaire, effectivement, à un service, mais j'ai affaire à une personne, son numéro, et avec qui je peux échanger sur une insatisfaction qui, à l'origine, était effectivement l'origine du courrier ou du mail. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien. Qui, on l'espère, voilà. Enfin, on vient de lancer là depuis quelques mois. Je pourrais rebondir. Là, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est le fait de passer un coup de fil, d'être en contact. Parce que une des causes de conflit ou une des causes de tension, c'est de passer par l'écrit. On a tendance à passer par le mail pour se protéger, ou on fait, même je vois mes clientes, elles managent par SMS, WhatsApp. Et en fait, on ne manage pas par écrit, on ne crée pas de la relation client par écrit. Donc surtout en cas de conflit, c'est important de connecter émotionnellement. On dit capter l'attention, connecter émotionnellement, susciter l'engagement. Enfin, c'est les 3 clés pour que ça se passe bien. Mais connecter émotionnellement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que la personne lira le message avec ses propres émotions. Donc même si vous avez l'intention d'apaisement, la personne, si elle est en colère, elle va lire le message avec la colère, elle va interpréter le message. Donc, alors qu'en appelant ou en étant en face, on va pouvoir sentir, on va pouvoir écouter l'attention et s'adapter à l'autre. Voilà, donc je recommande moi de ne pas passer par l'écrit ou pour manager ou pour vendre, quoi. Je peux rebondir, on lui pique son boulot. En fait, on non, c'est très bien, c'est ça mon travail, c'est d'être confortablement assise dans mon... J'aime bien Marshall Rosenberg, c'est l'inventeur de la communication non violente, qui dit « connect before correct ». Bon, il faut un gros niveau d'anglais, ça va, tout le monde me suit. En fait, si vous n'avez pas envie d'être en connexion avec le client, vous ne pouvez pas corriger. C'est-à-dire qu'il peut être en colère pour de bonnes raisons, mais il peut être en colère à tort aussi. Et donc, si vous constatez qu'il est en colère à tort, vous dites hey, « ça va, ouais, oh !» Donc ça, c'est une relation client qui ne fonctionne pas. Par contre, il dit « ah ouais, ah d'accord, ok ». Et donc, quand vous avez entendu ça, ça vous fait ça. Ah ouais, bah oui, exactement, ça me fait ça. Et on rentre en connexion. Et vous savez que, en fait, là-dessus, il y avait juste une case à cocher que vous n'avez pas cochée et qui vous permet d'y accéder. Est-ce que vous l'avez vu? Non, vous ne l'avez pas vu. Je comprends. Et donc, vous cochez. Et en fait, il se passe un truc absolument magique. C'est-à-dire que si vous imaginez la satisfaction client sur une courbe gaussienne, bon, il faut parler anglais et la seconde en maths. Vous savez, c'est une espèce de patate comme ça. Là. À gauche, vous avez tous les clients ultra satisfaits. À droite, vous avez les clients très mécontents. En fait, le mécanisme, c'est que les clients très mécontents, vous les écoutez, vous rentrez en connexion,
vous vous excusez et vous leur offrez un porte-clés, et il passe instantanément dans les clients très satisfaits. Si vous craignez les émotions des clients, vous n'êtes pas sur le bon combat. Le bon combat, c'est le ventre mou, c'est les gens qui ne pensent rien de vous. C'est eux qui vont partir à la concurrence. Les clients qui sont très mécontents sont des gens qui vous susurrent, des fois fort, mais s'il vous plaît, fidélisez-moi. Je ne brûle que de ça. Et donc, une fois que vous dites « Ah, chouette, un client en colère, il faudrait que je le fidélise », on ne passe pas la même journée. Voilà. Vous avez bien fait de venir. On a une question, c'est quand on voit l'exemple des opérateurs téléphoniques qui se détachent de la relation client via des plateformes téléphoniques à l'étranger, n'est-on pas en train de détruire à moyen terme la satisfaction du client? Qui veut répondre? Moi, je ne vais pas parler pour les opérateurs de téléphonie, mais on a aussi évidemment des plateformes de relations clients téléphoniques, alors qui ne sont pas à l'étranger, pour Veolia, ils sont en France. Et ce qu'on a essayé de faire, ce n'est pas de déconnecter les deux. C'est-à-dire, globalement, cette notion, je vous disais, d'intention, de relation intentionnée, on l'a aussi entraînée dans les plateaux téléphoniques, au même titre qu'on l'a entraînée dans nos exploitations, dans toute la région, auprès des techniciens qui sont en contact physique, auprès des chargés de clientèle qui reçoivent physiquement les clients. On a aussi entraîné cette dimension-là. Ils ont fait les mêmes ateliers de façon à avoir cette, qui est peut-être plus difficile effectivement à appréhender certainement, mais en tout cas d'avoir cette même posture quand j'ai effectivement un client au téléphone. Et donc ça a été vraiment... c'était vraiment important effectivement de ne pas avoir de distorsion effectivement dans cette dimension de ce qu'on appelait nous chez nous de relations intentionnées. Voilà. Alors nous, c'est des situations qu'on vit souvent parce que les plateaux de relations clients, c'est nos clients. C'est-à-dire qu'on leur vend des logiciels de CRM et puis de gestion de centres de contact, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on voit comme évolution, c'est que en fait, les plateaux qui fonctionnent sont plus du tout les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des plateaux où les gens étaient comme des poulets en batterie, là, vous savez, millimétrés, le taylorisme absolu, quoi. Vous savez, la fameuse phrase qui commence par « Bienvenue chez Free », là, oui. Vous savez que vous allez passer un mauvais moment, là. En fait, ce qui compte, mais c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'on va travailler sur d'autres choses comme la symétrie des attentions. C'est-à-dire que c'est parce que je vais être attentionné, moi en tant que manager et moi en tant qu'entreprise pour mes plateaux téléphoniques, que mes ressources vont avoir les ressources pour pouvoir être généreux, attentionné, etc. C'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui nous demande le plus en ce moment, c'est la vidéo. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a développé SpeakyLink. C'est en fait se dire, pour un certain nombre de conflits, pour un certain nombre d'insatisfactions, pour un certain nombre de pannes, à un moment donné, on est en train de faire évoluer le métier. C'est-à-dire que non seulement on veut des gens cool au téléphone et qui ont envie de nous rendre service. Prenez l'exemple de la Maïf, par exemple. La Maïf, c'est une des assurances les plus chères qui existent. Sauf que, moi, je suis fils de prof, donc je suis assuré là-bas. Avant le baptême, j'étais déjà assuré, oui. Et sauf que quand vous avez un pépin, vous avez des gens, vous sentez qu'ils se battent pour vous, quoi. Et ils se battent pour vous trouver une solution, malgré les normes, malgré les règles, malgré la rentabilité. En fait, je continue à être assuré chez eux. Et donc, là-dessus, ils nous demandent la vidéo, c'est-à-dire que de se dire, on va former les gens des plateaux à l'expression cool, attentionnée, et avec langage corporel, pour qu'on puisse rentrer véritablement dans une relation, véritablement dans une connexion, ce que je disais tout à l'heure, connect before correct. Et puis, je peux être en conflit avec Veolia, mais je ne peux pas être durablement en conflit avec Christiane, Jean-Pierre, et c'est Christiane ou Jean-Pierre qui va résoudre mon problème. C'est jamais Veolia, ou les impôts, ou CID, et en fait, on peut être en conflit et en mécontentement avec une marque, avec une institution, mais c'est les humains qui refont le lien. On avait une question tout à l'heure, je l'ai vu passer, justement, en cette période où aujourd'hui c'est presque un moment rare et inattendu d'être ensemble dans une même salle. Les visioconférences sont quasi omniprésentes dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait passer l'émotion justement par ça? Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez donner des conseils? Hier, j'ai fait une visio avec mes petits camarades des dirigeants responsables de l'Ouest. Ils m'ont montré une nouvelle stratégie. Il y a une boîte qui s'est créée qui envoie des petits gâteaux par la poste en simili pièces jointes. Vous savez,
Le nombre de fois où vous avez voulu boire l'apéro avec des potes en se disant je vous envoie un coup de rosé en pièces jointes et que ça n'existe pas, en fait. Eux, ils le font. Blague à part, en fait, je crois beaucoup au fait qu'on doit apprendre les visioconférences. C'est-à-dire que le premier réflexe, on est tous des dirigeants, moi je suis dirigeant, c'est que nos réunions sont plus courtes, on fait moins de réunionites, etc. Mais en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est de réaliser des choses qui sont utiles, qui sont carrées, mais le travail, c'est aussi la dimension subjective. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait d'avoir travaillé a fait de moi ? Et le rôle du manager, c'est d'être porteur de miroir. Regarde ce que le travail que tu fais chez moi a fait de toi. Et le troisième, qui est à mon sens le plus important, c'est que le travail consomme et doit nourrir un collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut du small talk, du chat, ce qu'on dit en français, de la machine à café. Oui. Et il nous faut de la relation interpersonnelle sans objectif. Et ça commence à devenir super nécessaire pour pouvoir créer. Enfin, il y a des mots qui sont à la mode depuis, qui commencent à être passés de mode tellement ils sont à la mode. C'est le hacking, quoi. C'est-à-dire qu'on fait du growth hacking. Le hacking, c'est ne pas respecter les règles pour inventer et progresser. Ben, vous ne pouvez pas faire de hacking si les gens ne font que parler de ce qui a été prévu. Il faut qu'ils parlent de choses pas prévues pour qu'ensemble, ils inventent des nouvelles routes d'innovation pour aller à la conquête des clients. Alors, comment on prévoit l'imprévu dans une entreprise ? Vous avez 2 heures. En fait, c'est de se dire que c'est d'abord une histoire de confiance, quoi. C'est-à-dire que les humains qui travaillent chez SID, ils connaissent leur boulot. Alors, on est une entreprise libérée, c'est d'autres modèles, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Et donc, du coup, nous, managers, notre travail, c'est faire en sorte qu'ils n'aient pas de problème et de balayer devant eux pour les laisser agir. On a fait, on vous parlait du télétravail tout à l'heure, quand on a confiné, comme tout le monde. Après, comme tout le monde, on a galéré pour faire revenir les gens et on a ouvert le télétravail. Ils ne télétravaillent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent voir leurs potes. Et que, en fait, notre boulot, c'est un élément fondamental du travail, c'est pas organiser, quoi. Organiser, ça s'organise tout seul. C'est qu'est-ce que je fais pour la communauté ? C'est-à-dire que communauté, c'est, pardon, je vais faire un peu de latin, Simon, c'est gros niveau ce matin, hein. Ça veut dire cum munus, ça veut dire être en dette ensemble. C'est en dette ensemble vis-à-vis du passé, vis-à-vis d'une transmission, vis-à-vis d'une histoire. Donc quand je fais partie de la communauté, je suis en dette avec vous, puisqu'il fait partie de la même communauté, vis-à-vis de nos ancêtres, et en dette d'émotion, d'histoire. Et c'est ça qui fait que nous, on a très peu de télétravail, en fait. Et j'aime ça parce que du coup, j'ai une machine à café qui tourne à plein. Et si j'ai une machine à café qui tourne à plein, je sais que ça va innover, je sais que ça va trouver des nouvelles solutions qui ne sont pas dans les règles, et on va faire face à la réalité. Et la réalité, c'est ce que vous disiez, le pas prévu. Audrey, je vous voyais acquiescer, vous avez envie d'ajouter quelque chose ? En fait, de mon côté, ma formule, l'Académie des patrons de commerçants, ne repose que sur de la visioconférence. Mes clientes, elles sont dans toute la francophonie. Et en fait, le modèle repose sur du coaching de groupe en visioconférence, du coaching individuel en visio. Et quand j'ai créé le modèle, il y avait coaching de groupe, coaching individuel en visio, espace membre en ligne avec des formations en ligne, un groupe Facebook privé, et j'ai créé un groupe WhatsApp privé. Et en fait, ce qui fait 50% du job, c'est le groupe WhatsApp privé. C'est que mes clientes, elles adorent autant ce qu'elles reçoivent en individuel que ce qu'elles vivent en groupe. Et ce que je trouve génial, c'est que j'ai pas forcément... au début, j'ai dû mettre un peu d'énergie au démarrage, mais ensuite, ça roule tout seul et elles se soutiennent les unes les autres et tout ça. Donc c'est exactement ça, c'est d'avoir du temps informel. C'est que la visio, comment faire passer de l'émotion en visio, c'est en créant ces temps informels, c'est en étant authentique, en laissant aussi les personnes entrer un minimum chez soi ou avec soi. Et c'est d'écouter, de créer cet espace d'écoute, mais pas de rentrer dans le vif du sujet. C'est d'avoir ces temps de visio, mais aussi ces temps de connexion informelle. Et moi, là, c'est juste une expérience, j'ai pas de théorie à donner, mais on m'aurait dit qu'un groupe WhatsApp privé faisait partie de 50% de la valeur de ce que j'offre. J'aurais jamais cru avant. C'est la magie, c'est l'imprévu, voilà. Mon business repose sur un groupe WhatsApp privé.
Par rapport à la période actuelle que l'on vit, Audrey, justement, vous avez eu, on va dire, des émotions un peu comme ça pendant le confinement. Je sais tout à fait ce dont vous voulez parler. Voilà, le post-confinement et aujourd'hui, donc, votre nouveau positionnement. Vous avez dû analyser les émotions que vous avez traversées pendant toute cette période. Et vous parlez d'une notion qui est la notion de deuil. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que peut-être que vous aussi, vous avez été traversé par ces émotions-là. Et peut-être qu'il y a un petit cap à passer pour rebondir. En effet, alors je vais parler de mon expérience personnelle, puisque, comme beaucoup, le confinement, ça a été un choc, mais le choc, je l'ai vécu, mais pendant une semaine, j'ai été dans le déni. Je vais parler des phases de deuil. En effet, il y a plusieurs étapes dans une phase de deuil. Et le confinement a été vécu comme un choc. Donc, choc. Moi, après, pendant une semaine, j'étais dans le déni, dans le sens où je ne me suis pas autorisée à vivre ce choc, puisque mes clientes, c'est les patronnes commerçantes de la beauté, donc coiffeuses, esthéticiennes, tout ça, et leur salon institut fermait. Pendant une semaine, je me suis dit, il faut que je tienne, il faut que je les soutienne. Sauf qu'au bout d'une semaine, j'ai eu des conversations avec mes amis qui étaient complètement insouciants par rapport à ce qui se passait. Et moi, j'étais même en train de me dire, tout mon business s'écroulait. J'étais, mais comment je vais manger, comment je vais vivre, comment je vais... Et là, j'ai la colère qui est arrivée. Donc, il y a eu le choc, déni, colère. Et j'ai touché du doigt la peur de ce confinement. Et là, la grosse tristesse, paf, qui m'est tombée dessus. J'ai été pendant 3 jours alitée à pleurer, à me dire, c'est bon, j'arrête, je redeviens salariée, j'en peux plus, etc., etc. Et là, j'ai pris le recul et j'ai dit, ah, mais je suis en train de vivre ça, là. Je suis en train de vivre ce choc émotionnel, cette transformation. J'ai vécu le choc. Ah bah, pendant une semaine, je ne me suis pas autorisée. Paf, là, j'ai été hyper en colère contre la terre entière. Là, je viens de passer mon cap de dépression totale à pleurer. Et là, je me suis dit, ah, c'est maintenant, là, ça y est. Audrey, accepte. Ce qu'il y avait avant était avant. Tout ton business, eh ben, tu vas te réinventer. Et le lendemain, j'ai fait un live sur Facebook. Et j'ai signé 15 clients dans la semaine. Et j'ai lancé mon projet que j'avais depuis 2 ans en tête et que j'osais pas, j'avais peur de lancer. Et voilà, et mon affaire a décollé littéralement juste avant la fin du confinement et continue de vraiment décoller. Mais tout ça pour dire que, en fait, on peut rester des années dans cette phase de déni. Il y en a certains qui disent, bah non, on va retrouver comme c'était avant. Ou on peut être en colère en permanence, ou être en dépression. Mais c'est important de comprendre ces étapes-là pour s'en sortir. Et surtout, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont encore dans cette colère ou dans ce déni, c'est de trouver comment l'amener à la phase suivante. Et de dire, c'est OK d'être triste, c'est OK d'être en dépression, c'est la phase juste avant l'acceptation pour se recréer, se réinventer, rebondir et s'adapter au changement. Il n'y a pas de créativité ou de transformation sans cette phase de deuil accepté. Voilà, donc ça, je sais que ça a servi pas mal de mes collègues femmes chefs d'entreprise, que je leur transmette mon expérience parce que ça leur a permis de passer à autre chose. Voilà ce que je voulais... merci de m'avoir posé la question. David, l'acceptation de cette période, et ça fait partie aussi des propositions que vous faites actuellement, c'est-à-dire que votre façon de démarcher, de parler avec vos clients est différente depuis, on va dire, mars dernier. Oh ben ouais, ce qu'on constate là, ce qu'on a commencé à constater déjà il y a quelques mois, c'est qu'en gros, il y a 2 types d'entreprises avec le Covid. Il y a des gens qui se disent « Ah, j'ai pas mal et je fais la bernique, comme ça. » Ou bien je ferme la boîte et je vais à Biarritz regarder ça de loin. Et il y a des gens qui se sont dit « Non, en fait, c'est le moment de réagir, c'est le moment d'agir. » Et donc voilà, alive and kicking, comme on disait dans les années 80. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont dit « Attendez, il y a le Covid, on ne va pas continuer les projets CRM, on ne va pas continuer les projets ERP. » Et nous, on a eu un discours assez rassurant, de dire hey, « Vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de fournisseurs, vous avez que ça à faire, non, de faire du CRM et de l'ERP. » Ils nous ont dit « Ah oui, c'est vrai. » Et donc on a continué les ateliers en visio, et donc du coup, on a été hyper vite.
Parce que pas sans cesse dérangé. Hein. Non, mais on serait quand même beaucoup plus tranquille sans les clients. Hein. Et donc, pas de clients, pas de problème. J'arrête pas de le dire. Moi. Et donc, ouais, c'était super intéressant parce que on a fait un peu de l'introspection de personne morale, du coup, où on s'est regardé, on a regardé comment étaient les process et si jamais on voulait que ça continue comme ça, ou bien si on voulait continuer comme dans le passé. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça, vous savez, ce truc-là. Et c'est quoi les vrais objectifs de l'entreprise? Alors les objectifs en termes de vision, de part de marché, de chiffre d'affaires, plus personne n'en a rien à foutre en fait. Par contre, si vous dites, nous on veut devenir une entreprise à mission, ok. Nous on veut devenir B Corp, ok. Nous, notre why, c'est de libérer le potentiel de l'ensemble des humains que nous croisons. Là, d'accord. Là, il y a du monde. Là, il y a de l'émotion, mais en anglais, c'est le même mot, quoi. What moves me, quoi. Ce qui m'émeut me met en mouvement. C'est-à-dire que si vous faites sans les émotions, vous pourriez dire, vous faites comme s'il n'y avait pas de moteur, quoi. Hein. Donc c'est un moteur qui est parfois un peu capricieux, qui a ses cycles. Hein. Vous voyez, c'est un truc à 4 temps, à 5 temps dans la période du deuil. Mais et puis voilà. Et puis on est inégaux. Et puis culturellement, en Occident, en plus, hommes et femmes, on n'est pas égaux là-dessus, d'un point de vue social, hein, pas du tout génétique, mais big boys don't cry. Les grands garçons, ça pleure pas. Nous, on a appris ça. Vous avez appris sois parfaite. Hein, donc, on a chacun sa croix. Hein, mais en fait, je pense qu'il faut faire un peu d'éducation à l'émotion, et notamment pour les garçons, voilà, en forme d'autorisation. Benoît ? C'est là, je la note. Pas de clients, pas de problème. C'est vrai que vous avez eu beaucoup de problèmes. Enfin, de problème, non, mais nous, c'est vrai qu'on a, de par notre activité, évidemment, durant cette période de crise sanitaire, l'activité continuait. Il fallait continuer de toute façon à distribuer de l'eau, à intervenir et assurer effectivement les minimums vital pour s'assurer que tout le monde ait de l'eau potable et qu'on assure l'assainissement des eaux usées. Après, il y a un élément, effectivement, et c'était assez surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas, dans l'émotion, la peur, en fait. En fait, on s'est confronté à ça, aussi bien en interne avec nos collaborateurs, qui étaient quasiment tout seuls sur le terrain. À un moment donné, il n'y avait plus grand monde. Hein. Quand on se baladait à Nantes début mars, enfin mi-mars, il n'y avait plus personne. À part quelques voitures, quelques machins. Il y avait cette notion effectivement de la peur. Et aussi la peur, on était aussi confronté à la peur de nos consommateurs. Le maître mot, ça a été, est-ce que le virus vit dans l'eau potable? Et ça, je sais pas si ça a été un grand débat, les médias, réseaux sociaux, etc. Et donc, on a été amené effectivement à beaucoup communiquer, beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, on va la garder, cette communication-là, proactive vis-à-vis de nos consommateurs, avec des newsletters, de la communication proactive sur des gestes et autres qu'on faisait, mais différemment. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas effectivement à avoir ce retour d'émotion très, très particulier qui touche un aspect sanitaire, donc évidemment très, très fort, mais également en interne en fait. Il y a eu cette dimension interne où il a fallu rassurer par rapport à cette peur, etc. Et la dimension qu'on y amenait. Voilà. Alors, il y avait une question dans la salle, c'est est-ce qu'il y a plus d'empathie par rapport à son fournisseur ou vous l'avez ressenti? De l'empathie, oui. Enfin, notre métier est un métier malgré tout assez noble, puisque quand on produit de l'eau, qu'on amène l'eau, la qualité de l'eau est un élément essentiel dans notre métier. Plus il y a la quantité évidemment. Je veux de l'eau au robinet, mais je veux aussi de la qualité et cette notion sanitaire. Donc, il y avait une notion d'empathie vis-à-vis de nos collaborateurs. On l'a senti assez fort. Sur les interventions, sur les éléments, enfin les services qu'on a appelés les services essentiels. Et nos collaborateurs l'ont quand même fortement ressenti sur cette notion d'empathie, en fait, qui était plutôt, et d'ailleurs, une empathie inversée. C'est-à-dire globalement, c'était le consommateur qui avait de l'empathie pour nous, en fait, en tant que service essentiel, pour continuer effectivement à travailler pendant cette période où tout le monde était enfermé avec la peur de cette crise. Voilà. De manière générale, client-fournisseur, est-ce qu'il y a plus d'empathie? En fait, nous, on a observé que, là encore, les clients se divisaient en deux. Il y avait des clients qui en ont profité pour exercer le pouvoir qu'ils ne pouvaient pas exercer avant, qui étaient intransigeants, c'est moi le chef, c'est moi le client, etc. Ce qui masque de la peur, en fait. Hein. Et puis d'autres, notamment en Bretagne,
qui nous ont dit ok, c'est déjà sympa de venir nous voir et de continuer à être là, et en fait comment on peut travailler ensemble. Et on s'est aperçu en termes d'efficacité pure que ceux qui ont repris le plus vite, c'est ceux qui étaient en mode empathie mutuelle, parce que en fait les dispositifs qu'on met en place sont complexes, et se dire qu'avec la volonté d'un seul homme ou d'une seule femme, on va y arriver, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, ça ne fonctionne que de façon complexe, et donc ça ne fonctionne qu'en groupe, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On essaie de répondre au fur et à mesure, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne liste. On va regarder ça. En attendant que ça s'affiche, peut-être... ah ben voilà. Pourquoi un client doit-il nous amener lui aussi ses émotions dans la relation? Qui veut répondre à ça? Il a le choix. En fait, essayez de n'être pas émotionnel. Allez, je vous regarde là. Allez-y. Ouais, vous n'y arrivez pas, hein. Les clients non plus. Voilà. En fait, parce que je ne vais pas trop me répéter, mais un client qui n'aurait pas d'émotion, allez, on va dire un extraterrestre, hein, c'est lui, un psychopathe, voilà, c'est un sociopathe. Si vous êtes Dexter comme client, ouais, c'est dangereux, surtout les parcours nocturnes, mais blague à part, c'est la personne que vous ne pouvez pas fidéliser, quoi. Et donc du coup, c'est bien qu'il arrive avec ses émotions, et je vous dis, quand il est en colère, il vous dit secrètement s'il vous plaît, respectez-moi, et s'il vous plaît, je suis vraiment prêt à devenir votre ambassadeur, contrairement à ce que ma bouche dit ou mon langage corporel agressif peut dire. Autre question? Les outils digitaux en relation client ne pourront jamais remplacer l'émotion du face-à-face avec son client. La digitalisation n'est-elle pas en train de tuer les relations entre les individus? Ça, c'est pour vous, ouais. Direct. Ouais, en fait, la digitalisation, que ça ne sorte pas d'ici, mais la digitalisation, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je dis que le métier de site, c'est d'accélérer la transformation digitale de mes clients. J'ai jamais accéléré la transformation digitale de qui que ce soit. En fait, c'est les clients qui accélèrent leur transformation digitale, et je les aide à faire. En fait, quand on regarde l'histoire de la prospective et l'histoire des moyens techniques, à chaque fois qu'il y a eu de nouveaux moyens techniques, en fait, ça a suscité de l'inquiétude. De l'inquiétude sur il y aura moins d'humains. Effectivement, déjà, dès l'arrivée de la machine à vapeur, on se dit que comme les voyages vont être plus courts, on aura moins le temps de discuter, et donc ça va être moins bon pour les rapports humains. Déjà, Socrate, avec l'arrivée des animaux dans le machinisme agricole, craignait pour le travail des esclaves. Il y a des textes là-dessus. On a toujours eu cette peur-là, récurrente. Ce que j'observe, moi, et c'est la raison pour laquelle je fais de l'informatique, c'est que votre sous-secrétaire comptable stagiaire, si vous lui foutez la paix en termes de tâches à réaliser, qui sont des recopies, des vérifications, du pointage, eh ben, elle peut se laisser avoir les 3 idées géniales qui révolutionnent la boîte. Seulement, pour ça, il faut que les choses soient automatisées. Moi, je vends de l'automatisation. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, si vos commerciaux passent leur temps à faire du reporting, ils passent moins de temps à faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire de la relation client. Moi, j'ai appris à l'école il y a très longtemps que si on a 2 oreilles et une bouche quand on est commercial, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on... c'est le boulot des commerciaux de faire ça. C'est justement parce qu'eux ont un savoir-faire là-dedans qu'il faut surtout les laisser le plus de temps possible. Et c'est pour ça qu'il faut digitaliser, parce que vous avez aussi besoin de piloter votre boîte, aussi besoin de faire des prévisions, aussi besoin de regarder quel est votre pipe, voir si vous pouvez investir et sur où et comment. Simplement, il faut que ce soit super léger pour justement laisser la place à l'humain dans toute son excellence. Et je vous dis, pour moi, l'excellence de l'humain, elle est à 3 niveaux dans l'entreprise. Hein. C'est inventer, relationner et résoudre des problèmes complexes en groupe. Donc, je comprends votre crainte et je suis résolument optimiste. Autre question. La mesure de la satisfaction permanente semble être une bonne idée, mais c'est aussi surprenant. Risque d'agacement égale risque émotion négative pour certains. Audrey.
C'est pas Moi, facile. je me pose mais la c'est pour vous. question, mais je me pose la question quel sens on donne à cette mesure de la satisfaction permanente? Là, il y a un manque. Pour moi, s'il y a de l'agacement, c'est qu'il y a un manque de sens ou un manque de pilotage, un manque de management. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, c'est pour moi la mesure de la satisfaction permanente. Sinon, son management et le sens qu'on lui donne. Donc, c'est qu'il faut revoir le sens. Voilà mon point de vue. Après, ça dépend comment je ne sais pas dans quel sens c'est la question. Si effectivement c'est sur solliciter le consommateur, parce qu'effectivement, on est amené en tant que consommateur, effectivement, enfin, moi je parle en tant que consommateur et pas en tant que Veolia pour le coup, c'est quand même assez sursollicité par des satisfactions clients, des consorts, effectivement, d'un commerce et autres. Donc c'est peut-être plus le sens de la question. Après, je te rejoins sur le fait que le management de la mesure du baromètre est hyper important en interne, enfin en termes de management interne pour une entreprise. On va certainement, à la fin du salon, vous solliciter aussi sur votre satisfaction sur la journée. Donc, vous serez sursollicité aussi. Allez, une dernière question. Comment mesurer de nos clients tout au long de leur parcours? Ah oui, pas simple ça. Qui veut répondre? Je vais apporter un début de réponse. En fait, il y a quelque chose dont on parle depuis quelques années, qui commence même à être galvaudé, et pour autant, on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est l'expérience client. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience client? C'est faire en sorte que le client il ait une belle expérience des produits, de la marque. Bon, okay. Je vais vous le dire en mode PME, hyper pragmatique. C'est le faire kiffer avant d'acheter, le faire kiffer en achetant, le faire kiffer en consommant, et le faire kiffer en se souvenant. Voilà, une fois que vous avez bossé ça, vous n'avez pas besoin de faire l'ensemble des parcours clients, de l'ensemble de vos personas. La mesure de l'émotion des clients, je ne pense pas qu'on puisse véritablement la mesurer. On peut mesurer la satisfaction. Et donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt essayer de la provoquer en fait, plutôt que de la mesurer. Un de mes associés, Jérôme, qui s'occupe de l'activité ERP, il a offert des orangers à ses clients. En niveau logistique, c'est un enfer. C'est des petits orangers comme ça. Mais j'ai trouvé l'idée géniale parce que l'idée d'un ERP, c'est que c'est quelque chose et qui porte ses fruits dans le temps, etc. Et donc, il a offert ça. Bon, évidemment, personne d'autre n'offrait ça. Donc, on peut être original, on peut être attention. Moi, j'aime bien vraiment la stratégie que vous avez par rapport à ça. Et là, vous allez générer de l'émotion positive et désamorcer les frustrations, etc. Dire qu'on peut mesurer l'émotion, c'est une aberration parce que, en fait, je vais faire un peu de biochimie. Vous avez parlé tout à l'heure de... Les mots sont donc la partie corticale du cerveau et les émotions sont plutôt dans le limbique et dans le limbique il y a pas les mots en fait. Alors c'est génial hein, parce que c'est grâce à ça en fait si je vous dis vous aimez votre femme ou votre mari et que je vous demande la raison pour laquelle, vous allez me sortir des fadaises parce qu'elle est jolie. Oui, vous en connaissez d'autres des jolies, c'est drôle. Oui, mais tout ça c'est des fadaises, c'est complètement périphérique par rapport à la réalité et la qualité de votre émotion pour elle. Alors moi je pensais qu'on pouvait le dire qu'à la montagne et la Boétie parce que c'était lui, parce que c'est... Bon, jusqu'à ce que je découvre Christian Bobin qui dit puisque tu me demandes, je te le dis, tu es celle qui m'empêche de me suffire. La classe ou pas? C'est la classe absolue. Donc si vous cherchez à mesurer l'amour, si vous cherchez à mesurer la peur, si vous cherchez à mesurer ça, peut-être vous vous gourrez. Et peut-être en ayant une attitude plus proactive que de mesure, vous allez davantage la susciter. Je la note aussi. Je crois qu'on va tous la noter. Bon, on va vous libérer. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions. Merci de les avoir posées. On va les transmettre à nos intervenants. On vous libère. Beaucoup de choses à faire, à voir, beaucoup de stands. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver certainement pour poser vos questions en direct. Merci pour votre écoute. Merci pour vos questions et votre participation. Très bonne journée à vous.